ça fait toutes les ondulations de Saint-Just-et-Baptiste. Ça a fait le Mont Bouquet. Le Mont Bouquet n'était pas comme ça encore, mais il ondulait. On va revenir au Bouquet. Vous voyez, c'est très important ces niveaux-là. Et là, il y avait des lacs dans ces creux. Il y avait les torrents qui arrivaient des Pyrénées qui étaient là. Il y avait des torrents qui arrivaient de là. Et vous aviez des lacs qui étaient très profonds, avec une végétation et une faune tropicale qui était prodigieuse. Nous avons des gisements dans le Gard, à quelques kilomètres d'ici à Célas, qui sont parmi les plus beaux du monde, personne ne le sait. Et vous ne les verrez nulle part, c'est dans des caisses. Hein. C'est dans des caisses, à quelques kilomètres, en forant le tunnel, en forant un vieux tunnel à Célas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés sur des couches d'un lac, je vais parler du fameux lac, et là c'était des dizaines et des dizaines d'espèces de plantes déposées dans le lac. Et là, même les pigments sont conservés. Il y a des insectes, il y a des choses extraordinaires, personne ne le sait. Si vous allez au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, vous verrez quelques échantillons. Il y a des centaines, des milliers d'échantillons qui sont dans des caisses. Il n'y a que les spécialistes qui savent que ça existe. C'est un trésor local, personne ne le sait. Vous aviez en bordure de ces lacs, qui au début étaient petits, vous aviez des bêtes extraordinaires qui ressemblaient à des tapirs. Un peu comme un acide, des fourmis géants. Là aussi, on a des bêtes complètes, on a des choses extraordinaires. Personne ne le sait. Ça a été dispersé, c'est dans des musées et tout, ça ne profite pas à la région. On avait monté le premier étage en bois et c'était Jean-Pierre Medge qui avait bouché la faille de l'autre côté là-bas. Et on y avait travaillé et à l'époque elle appartenait à l'usine. Et on nous l'avait loué pour 1 franc par an. Et après on n'a pas eu de crédit. C'était une somme à l'époque quand même. Ah ouais. Elle sert bien. Voilà. C'était Émile, ton père, qui était le président de cette où on y a travaillé là. Et je suis bien content que ça a eu une suite. Tu as trouvé ça là? Robert, voilà, regardez. Pendant la pédalesse, en 1629, quand on a signé la pédalesse, le roi Louis XIII, qui avait 22 ans à l'époque, est venu ici à camper. Il a campé chez les deux campistes. Donc il a campé autour de Salèndre avant de se rendre à Alès. Et il s'est rendu à Alès, en fait, il a signé, c'est la grâce d'Alès, ce n'est pas la paix d'Alès, parce que les gens d'Alès se sont rendus, il n'y a pas eu de bataille. Le roi avait, les troupes royales s'étaient fortement battues avec beaucoup de morts à Privas. Ils sont descendus ensuite ici, ils ont fait plusieurs campements, dont un à Salèndre, autour de la tour Bécamel. Et ensuite ils se sont rendus le 26 juin 1629 à Alès, où a été signée la grâce d'Alès. La grâce d'Alès n'a pas été signée à Alès, elle a certainement été signée au camp de Létignan. Il n'y a rien qui ne le précise, mais c'est certainement pas à Alès. Et le roi, là, quand on parle du Cocardi à Alès, en fait, au Cocardi, c'était une auberge qui se trouvait près des anciennes casernes. Et le roi, pour faire honneur aux soldats, a couché dans cette auberge à côté des casernes. Mais la paix d'Alès n'a pas été signée là. Et le tableau qu'on voit dans le hall de la mairie d'Alès, qui représente la paix d'Alès, c'est une imagination totale de l'artiste, où on le voit signé dans un bureau cossu. En fait, c'est faux. Ça a certainement été signé au camp. L'explication de notre troisième conférencier, Gilbert Allègre, qui va nous parler de quelque chose quand même de curieux. Hein. Alors donc on a sorti une publication qui s'appelle Salèndre et la Chaux, et l'objectif était de montrer l'omniprésence de la Chaux il y a 50 ans ou 60 ans, sachant que la Chaux c'est quelque chose tout à fait universel dans le monde entier. Donc le cycle de la Chaux, c'est de prendre du calcaire, le mettre dans des fours à chaux, le brûler, et on obtient de la chaux vive. Et à l'époque ça servait de désinfectant, il y a eu tous ces produits chimiques. Ajouté à de l'eau, on obtient de la chaux éteinte, ce qui permet de faire de la construction. Et au bout d'un certain temps, ces ciments de chaux, bon, ce mortier de chaux redevient du calcaire. Alors on a retrouvé quelques anecdotes, dont une qui avait été donnée par Jacques, je ne sais plus où il est, notamment à l'école, il venait ici, donc au premier endroit où il venait faire bouillir des pierres. Donc en fait, on a imaginé que ce qui s'était passé, c'est qu'il y a du calcaire qui avait été mis dans des fours à chaux, qui était devenu de la chaux vive. Ça avait été laissé à l'abandon, donc avec l'humidité, on avait eu autour de la chaux éteinte, qui est au fil du temps est redevenu du calcaire.
Donc en fait, en cassant la pierre, on retrouvait à l'intérieur de la chaux vive et en mettant de l'eau, on transformait cette chaux vive en chaux éteinte. Et la deuxième anecdote, c'était à l'école où M. Pradeil prenait un morceau de calcaire, il le mettait dans le poêle, il le sortait et il le plongeait dans un seau d'eau et l'eau remontait.